Salut tout le monde, bienvenue dans le crossover ultime Squadron sans série. Ah, et disons, il y a déjà du monde dans le chat. On dit bonjour à Sylvain, on dit bonjour à XP, à Kodaleya, à Xian, aussi à Faye et Iris qui sont toutes les deux dans le chat. On fait pas du tout un truc schizophrène. On est à la fois là en live et à la fois dans le chat. Pouvoir vous répondre à vos commentaires quand on n'a pas le temps de le faire à l'oral. Donc, je recommence. Bienvenue dans Squadron sans série, notre 6e édition pour Acolyte, donc pour l'épisode 7. Je suis accompagnée ce soir de Célina. Bonsoir Célina. Bonsoir. De Faye, de Geek en série. Et de Diade, Céline, qu'on ne présente plus. Coucou. Comment vous allez les filles ce soir? La pêche. Comme un vendredi soir. S'il n'y avait pas émission, je suis en fond de mon lit en train de dormir. Voilà. Oui, on vient pour parler d'Acolyte. Je suis heureuse pour au moins des mois et des mois. Bon, on va sortir sur la vague. On va parler donc ce soir du 7e épisode de la série Acolyte. Donc, c'est un épisode qui s'intitule Choice, en français, le choix, réalisé par Kogonada, qui était le réal du précédent épisode Flashback, donc c'est-à-dire l'épisode 3. On retrouve au scénario Charmaine de Grey, qui était au scénario l'épisode 2 et qui a fait aussi des épisodes de House of the Dragon. On retrouve aussi Jen Richards, qui est aux manettes donc, de cet épisode 7 et a aussi écrit pour la série Her Story. Et on retrouve Jasmine Flournoy, donc qui est, elle, surtout Acolyte, et qui a été en renfort sur l'écriture de la série Falcon et le soldat de l'hiver. Faye, t'étais chaude pour te lancer sur un résumé de l'épisode? Ouais, trop bien. Alors, on est dans le passé et on suit la merveilleuse Carrie-Anne Moss et ses amis. Enfin, elle est revenue. Donc, ils sont sur la planète Brandok. Ils font des recherches parce qu'ils veulent savoir, apparemment, il y aurait peut-être des histoires de vergence dans la force. Enfin, il y aurait des trucs un peu chelous. Donc, ils mènent l'enquête. Et manque de peau pour elle, elle est accompagnée d'un Wookie, d'un ado chiant qui veut un scooter, et de Sol qui a l'air très en chaleur et un peu obsédé par la petite au chat. Et manque de peau pour elle a beau leur dire non, vous allez vous calmer. Et les deux petits cons, faut le dire, ils ont dit non, on va aller chez les sorcières, on va foutre la merde. Et les sorcières, elles disent ah ouais, c'est comme ça, je vais vous maudire, je vais vous dire que vous allez tous crever les Jedi. Et donc, on découvre le secret, c'est que Sol et son ami Torbin, ils ont foutu le caca, ils sont responsables d'un génocide de sorcières. Tout ça parce qu'ils n'acceptent pas le mot non et qu'ils sont esclaves de leur sabre laser. Voilà, c'est le résumé de l'épisode. Je trouve que t'as chargé la barque sur les Jedi, mais à mort. Alors, je suis d'accord que c'est quand même assez à charge. Mais par contre, je pense qu'il va falloir qu'on défende un peu les Jedi. Oui, on va analyser, bien sûr. Mais bon. On avait dit qu'il y avait eu un gros chiage dans la colle. Et il y a bien eu un gros chiage dans la colle. Ah bah ça, c'était clair. Mais foutez des femmes Jedi, plus de femmes Jedi. Le monde irait tellement mieux. Voilà, moi je vous le dis. Clairement. La voix de la raison, là, c'était Carrie-Anne Moss. Mais écoute, elle était exceptionnelle. Vraiment, c'était la lumière de cet épisode. Bon, à un moment donné, elle fait quelque chose parce qu'elle est obligée, mais c'est à cause des garçons, c'est tout. Voilà. Moi, je la défends. Tu sais, la maman qui vient récupérer, réparer les conneries des gamins en mode vous faites chier, clairement. C'est un épisode sur la puissance des mères et leur sagesse. Donc voilà, on va pouvoir en débattre, mais il y a plein de choses à dire. Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, on commence justement. Alors, on peut peut-être voir déjà des liens qui sont faits avec le reste de la série, évidemment, ça paraît assez logique, mais des liens qui sont faits avec le reste de l'univers. Alors, notamment un petit lien justement avec la saga littéraire de la Haute République, puisqu'on apprend que Brandok, la planète était jusque-là inhabitable. Elle avait été à moitié détruite, enfin en tout cas rendue inhabitable, lors de la grande catastrophe de l'hyperespace. Par à tous ceux et celles qui ont suivi la série de la Haute République. Salina, tu peux peut-être nous en dire un petit mot de cette grande catastrophe ? Oui, alors de toute façon, je vais spoiler le début de la lumière des Jedi, parce que de toute façon, ceci se passe dans les premières pages, et que voilà. Donc en fait, au tout début de la lumière des Jedi, donc le tout premier roman de la Haute République qui est sorti, il y a une grande catastrophe hyperspatiale. Pour faire simple, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, du moins pour l'instant, un vaisseau en plein hyperespace sort de sa course et se pulvérise en envoyant des petites météorites de vaisseaux partout dans la galaxie et qui explosent tout ce qui se trouve à proximité.
dont plusieurs planètes. Donc voilà, donc ça c'est la grande catastrophe de l'hyperespace, dans laquelle les Jedi vont intervenir pour essayer de faire en sorte que toutes les planètes autour du lieu de l'accident ne soient pas rasées de la carte, on va dire ça comme ça. Et voilà, et donc visiblement, Brendok était dans ce secteur-là. Faut imaginer une catastrophe type la météorite qui a annihilé les dinosaures, parce que c'était des objets hyperspatiaux qui voyageaient donc à la vitesse de la lumière. Donc imaginez un impact même de quelque chose d'assez petit comme un conteneur de vaisseau, l'impact sur une planète, ce que ça peut générer comme énergie et donc potentiel de destruction. Donc ça, c'était le petit moment Haute République littéraire qu'il fallait quand même expliciter. Après, on a quand même cette idée toujours de forteresse. On parle à un moment donné de Old Mining Site, donc d'un ancien site minier. Donc ça renvoie encore une fois au Cortosis. Donc ce métal dont est fait le casque et une partie de l'armure de Kimir. Donc on cherche encore les liens finalement entre ce site de Brendok et les sorcières et Kimir. Et je vois Faye qui lève la main. Je pense que tu as encore une super théorie, Faye, à nous annoncer. Alors, je sais pas si c'est mythe ou mi-question, mais à un moment, il disait qu'il sentait rien sur la planète, il cherchait des preuves, mais il trouvait rien. Et je me suis demandé si la forteresse des sorcières, il n'y aurait pas quelque chose dans le matériel dans lequel c'est fait qui bloquerait peut-être les ondes et qui ferait que les Jedi, avec leurs appareils, ils pourraient pas les capter. Et je me suis demandé si justement on pouvait pas avoir un rapport avec le casque de Kimir et tout ça qui avait l'air de bloquer certaines choses. On en avait parlé la semaine dernière. Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait faire un lien avec Kimir qui serait lié aux sorcières, qui serait un peu leur outil, leur bras vengeur peut-être, je ne sais pas. En fait, on ne sait pas ce qui mine. Hein. C'est une mine de quoi? En effet, ça peut être du Cortosis et du coup, ça peut perturber les Jedi. Après, ce serait quand même assez étonnant parce que les sorcières, elles s'en sortent très très bien dedans à utiliser la force. Donc, je sais pas. Non, moi j'avais potentiellement comme théorie que Kimir, en fait, ça serait un rescapé de la grande catastrophe de Brendok. Et aussi, ça pourrait expliquer qu'il en veut un chouïa aux Jedi qui aurait considéré la planète comme inhabitée suite à la grande catastrophe, qui voudrait dire que en fait, les Jedi n'ont rien pu faire ou sont arrivés trop tard sur Brendok suite à la grande catastrophe, mais qu'il y avait encore des rescapés qui potentiellement n'avaient pas été détectés. Parce que comme ce qu'a l'air de dire Maître Indara, c'est qu'il y avait plus de vie. Donc quand elle entend plus de vie, c'est pas que de la vie intelligente en fait. Et que là, il y a même à l'air d'avoir des plantes et tout ça. Donc, et il ramasse les plantes comme preuve du fait que la vergence a provoqué une vie plus rapide que prévu. Quoi. Justement, on en revient à cette histoire de vergence où on comprend qu'en fait, au fur et à mesure de l'épisode, on comprend que la vergence, c'est pas une vergence comme celle qu'on a vue dans l'épisode 1 avec Anakin, qui est une vergence en lui-même dans la Force. Donc une vergence qui se concentre pas sur un individu, mais qui se concentre sur un lieu. Parce que, alors je sais plus comment c'est tourné, mais on n'est pas dans le côté, ce sont les jumelles qui sont la vergence. Elles seraient plus le résultat de cette vergence. Et ce que dit Sol, c'est qu'il recherche justement cette vergence-là et dit la vergence pourrait créer la vie sur cette planète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la planète s'était auto-régénérée grâce à ce point de force, en fait, qui est quelque chose qu'ils doivent étudier et protéger. Mais d'ailleurs, on dit que dans l'épisode, c'est clairement dit que les gamines sont le résultat d'une expérience. Donc effectivement, c'est des expériences autour de la vergence pour essayer de voir comment utiliser une vergence pour créer la vie. Et on en reviendrait, tu vois, à des choses qui auraient été développées dans l'univers légende. Tu vois, je pense à un certain, encore une fois, Dark Plagueis, ça, au bout d'un moment, on va le voir arriver, c'est pas possible parce que vraiment, on a l'impression que c'est autour de ça, que c'est le résultat d'une expérience. Est-ce que c'est une expérience qui a raté dans le fait que ça a scindé un être en deux? Est-ce que il y a autre chose? Ça pose pas mal de questions et je trouve qu'on retrouve ce côté alchimie. Tu vois, je parlais, j'avais fait des liens avec Full Metal Alchemist qui parlait beaucoup, tu vois, de l'échange équivalent, des choses comme ça. Peut-être qu'on va arriver sur ça. Peut-être que y a quelqu'un qui a fait don de sa personne pour créer deux autres personnes. Je sais pas. Il y a plein de possibilités, mais c'est quand même. Moi, je reste persuadée qu'il y a quelqu'un en plus qui a aidé à faire ça. C'est pas que les sorcières. Moi, je trouve qu'il y a un détail intéressant qu'on n'avait pas noté forcément dans le premier flashback et qui, là, pour le coup, m'a sauté aux yeux parce qu'il y avait un contraste de couleurs. C'est l'arbre sous lequel on rencontre Osha et Mae. Cet arbre, magnifique arbre jaune fluo, ce magnifique arbre de vie, ce magnifique Yggdrasil qui se balade comme ça au milieu de nulle part.
Je C'est tout pense à que fait c'est ça. pas anodin, parce que si Ouais. tu regardes, c'est le seul arbre qui est comme ça dans le décor. Tu parles de grand-mère Mais feuillage? Ouais, voilà. grand-mère. Mais les arbres, il y a toujours eu un drôle de rapport quand même dans Star Wars. Enfin, je veux dire, si tu te rappelles la grotte de Dagobah, elle est posée. Enfin, il y a Elle un est arbre sous un qui te arbre, oui. rentre dans le tronc, Luke, pour aller dans la grotte. La grotte, n'oublie pas ton échec dans la grotte. Enfin, donc il y a, ça représente quand même vachement des points de force. On sait que en plus les arbres, ça vit vachement longtemps. Dans le Légende, tu avais beaucoup d'espèces intelligentes, enfin sensitives, qui étaient des espèces végétales. Comme Trassa, par exemple. Moi, je pense à ceux qu'on voit premièrement, c'était introduit dans l'Empire des Ténèbres, je vais y arriver. Les arbres qui restaient sur Ossus, malgré la déflagration, puisque Ossus, dans l'univers étendu Légende, a été détruit, donc grosso modo 4000 ans avant les jumeaux Skywalker, par l'explosion d'une supernova. Donc, j'imagine que dans l'ordre de destruction, on n'est pas très très loin de la catastrophe de l'hyperespace, justement. Et la seule chose qui a survécu, ce sont des Jedi qui étaient des arbres qui ont pris racine par-dessus des caches de livres et de sabres laser pour les protéger. Donc l'arbre a toujours été quelque chose d'extrêmement puissant dans la Force, dans l'univers Star Wars. Donc pourquoi pas un arbre qui aurait justement survécu à la grande catastrophe, serait devenu que plus fort et qu'aurait créé cette espèce de vergence dans la Force. Je sais pas, Mais après, l'arbre en lui-même, il est intéressant parce que quand on le voit, ça fait beaucoup penser à un saule pleureur. Et quand tu regardes en fait la symbolique du saule pleureur, pour les sorcières, c'est un symbole de mort, et pour d'autres personnes, c'est à la fois la mort et la vie. Et on a encore une fois ce côté dualité. Pareil, encore une fois, le côté dualité, on l'a aussi dans le générique bleu-rouge, vie-mort peut-être, tu vois. Ça peut aussi symboliser les jumelles. Après, il y a un troisième cas pour certains, c'est aussi un symbole de quête d'immortalité. Alors, immortalité, les Sith, ils aiment ça aussi. Expérience, voilà, tout est lié. Peut-être qu'il y a des messages, je ne sais pas, mais je trouve pas ça anodin qu'il y ait ce type d'arbre. Ils ont pu mettre n'importe quel arbre et ils ont mis un arbre comme ça avec les branches qui font penser à un saule pleureur. Donc, Et à moi, voir. il me rappelle aussi dans. Alors, c'est dans Clone Wars, dans les Ouais. épisodes où Yoda, justement, il fait son espèce d'introspection dans la Force. Et quand il revient dans le temple, et puis qu'il y a Dooku qui est gentil et tout ça, il n'y a pas un arbre, justement, dans le temple à ce moment-là. Moi, il me semble qu'il y a un arbre que Dooku Mais à un est moment, il a devant et pas tout ça. une épreuve justement où il doit se balader dans un arbre, se battre, ou faire quelque chose. Il me semble qu'il fait un truc avec un arbre. T'as raison. Et je crois qu'on le revoit en effet dans les Tales of the Jedi avec Dooku. Il va pas le voir après la mort de De Qui-Gon, Qui-Gon, Dooku? oui, voilà, Ouais. voilà, ouais. Je pense que je l'ai vu il y a pas longtemps. Le saule pleureur, c'est un arbre qui pousse beaucoup près des cours d'eau parce que il a des racines très très profondes et il stabilise les berges comme ça. Ouais. Et ça boit beaucoup d'eau en fait. Donc il y a ce côté un peu stabilisateur, peut-être de force, de la vergence. Voilà, c'est peut-être à cet endroit-là en effet qu'il y a la vergence et c'est peut-être pour ça que Osha elle est attirée par cet endroit-là. Ouais, c'est On sait que possible. c'est aussi un arbre, on parle de symbole de vie, mais on sait aussi que c'est d'après cet arbre-là qu'ils ont fabriqué le poison qui a servi à tuer Corbin. Oui. Bah, la dualité toujours, ouais, entre la Voilà. vie et la Tout à mort, fait. c'est ce que tu disais, Faye. Ouais. Et tout le côté sorcière, encore une fois, cette imagerie qui revient. Mais je trouve ça chouette, franchement. Faut plus de sorcières. Faudrait une série avec que des sorcières dans Star Wars, ça serait trop bien. Et Moi, la j'aime petite trop. référence à Dathomir aussi, où il se pose Oui. la question « Ah, mais Oui. est-ce que ce serait pas des sorcières de Dathomir » Je trouve ça assez intéressant Oui. de rappeler D'ailleurs, cette partie du lore. première Si, fois un qu'on peu. prononce le mot sorcière dans la série, je crois. Mm. Jusque-là, nous, on l'avait dit, mais il y avait Je suis pas en train de me dire, est-ce qu'il avait dans la série. pas. En tout cas, je veux dire, il y a un côté aussi un peu mythologique dans la façon dont les sorcières opèrent, parce que la scène où justement tu as la mère qui essaye d'entrer dans l'esprit de Torbin, elle a vraiment un côté un peu sirène, un peu charmeuse, tu vois. Elle rentre dans sa tête, elle lui dit vas-y, dis-moi ce que tu veux, nanana. Et ça me fait un peu penser, justement, tu vois, j'ai pensé à Ulysse quand il voit la sorcière pendant son périple, qui essaie de le charmer, de lui faire oublier pourquoi il était là. Et on voit que ça marche parce qu'après l'autre il est encore plus obsédé par le fait de rentrer chez lui et il fait une connerie, donc bon, voilà, ça a un peu trop marché sur lui, mais il y a vraiment ce côté, à la fois elles sont terrifiantes et en même temps, il y a un côté enchanteur qui marche sur les filles, qui marche sur le jeune Jedi. Et il y a vraiment tout ce côté, genre, on est des tentatrices, on est là pour tes désirs, qu'est-ce que tu ressens. Il y a un côté un peu succube. Complètement.
Il y avait vraiment, enfin, même dans la voix, dans la manière dont elle parle, le côté, chuchoté, tout ça, il y avait un côté extrêmement, sensuel, qui s'opposait complètement à cette retenue, en fait, des Jedi, hein. Il y a pas d'attachement, il y a pas d'émotion, il y a que la force et là, on est vraiment dans le côté, il y avait un côté presque charnel, en fait, les antipodes complets de ce qu'on a enseigné à Torbin, qui est en plus un padawan. On s'imagine, quelqu'un qui est plutôt en fin d'adolescence, donc encore un bouillon d'hormones et cetera. Parle avec une nana qui lui susurre comme ça, sensuellement à l'oreille, tu m'étonnes qu'il ait eu du mal à résister, le pauvre. Ouais, je voulais rebondir sur la mythologie. Moi, c'est aussi les tenues des filles là, pendant la cérémonie et le fait que May dise mais on a tous notre part de sacrifice à faire, ça fait penser vachement aux Mayas qui, pour certains enfants, les paraient comme ça d'or et leur donnaient beaucoup de présents avant de les sacrifier. Mais c'était un honneur en fait pour eux. Faut remettre dans le contexte que c'est leur religion. Hein, donc, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Finalement, ces filles-là, elles portent un destin qui est très très lourd pour elles en fait. Mais le pire, c'est Même qu'elles si on ne sait savent pas. même pas. Parce que quand elle explique à Carrie-Anne Moss, qu'elle lui demande des précisions, tu vois, sur la cérémonie, elle lui dit oui, il paraît qu'on doit être leur guide, mais elle lui dit bah, le guide de quoi? Et tu vois que même elle ne savent pas. Donc il y a un côté endoctrinement qui est pas. Voilà, il y a des abus sur ces filles des deux côtés. Et ça me fait de la peine pour elles, en fait, parce que, bah, encore une fois, elles sont nées, elles n'ont rien demandé. On leur met un poids mental qu'elles n'ont pas demandé et en plus on leur explique même pas pourquoi. Enfin c'est super dur, hein, franchement. Et en plus elles doivent prier devant une espèce de trou. Est-ce que c'est le trou du cul de l'île? Je ne sais pas, mais c'est un trou. Je ne sais pas à quoi il sert. Ah ça, par contre, ça s'est C'est pour pensé, la vergence. Oh! Et les filles, vous êtes pas Les sortables. sont Hein. pas tenables à cause de ça, là. Franchement, faut qu'on arrête, hein. C'est pas ma faute, je suis fatiguée, je vois des blagues, je suis C'est faible. la fatigue, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Attends, Ouais, bientôt, c'est on aura ça, de caca. trouve-toi des excuses. Hein. Non, mais j'avoue, enfin, je sais pas, Céline, si tu suis le chat depuis tout à l'heure, mais on dirait une bande de teenagers en chaleur, là. Ça vaut des points, quand même, hein. J'ai fait exprès de ne pas réagir. Bon, on a perdu Faye. Moi, ce que je voulais revenir sur cette histoire de trou. Désolée, moi, ça m'a fait penser à l'épisode 8 avec Rey et... Super référence à l'épisode 8 sur Acto quand elle tombe. Voilà. Voilà, on Elle voit, tombe en fait, au bout de la tu sais, mer. quand Luke il réalise qu'il y a une part d'ombre en Rey et qu'on voit ce gros plan sur cette espèce de trou sombre d'où sortent des espèces d'algues, etc. Enfin, c'est vraiment pas engageant. J'ai déjà pensé à... Visuellement, j'ai trouvé que dans Voilà. Acolyte, en fait, on avait un peu le même type d'approche. Alors, est-ce que c'est un lien fortuit ou vraiment appuyé à ce qu'a fait Ryan Johnson avec l'épisode 8? Moi, je te dirais que je suis plutôt d'accord avec toi, Eris. En fait, bon, on peut appeler ça autre chose qu'un trou, si ça, voilà. Mais ça me fait penser effectivement à Luke aussi, et quand il rentre dans la grotte, et en fait, Rey, c'est juste une autre grotte, et là, Tamine, c'est juste une autre grotte. Donc, on va appeler ça une grotte, ça sera moins tendancieux. C'est ça. Mais ça fait écho à ça, où c'est un lieu où il y a une concentration de force, et comme à chaque fois, cette grotte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, ce que tu y apporteras. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont apporté à chaque fois et qui fait que ça merde? Parce que Luke, il merde, Rey, elle merde, eux, ils merdent bien comme il faut. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un message à un moment en disant, bon, bah, de toute façon, la nature humaine... Ah bah, de toute façon, dès qu'on a peur et qu'en on en plus on revient. n'assume pas nos peurs et qu'on n'en parle pas et qu'on ne sait pas trouver une solution, bah forcément, ça grandit, ça nous bouffe de l'intérieur et puis pouf. Mais du Ça- coup, Samina, ce que tu disais, ça fait écho à la citation prophétique de la mère Aniséa qui dit, j'ai pas été voir la traduction française exacte, hein, moi je vous le traduis à la volée. Un jour, ces nobles intentions que vous avez tous vont détruire chaque Jedi de la galaxie. On est vraiment là-dedans, hein, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et aussi tout ce sous-texte avec ces Jedi, tu vois, et leur ego qui sera un peu leur perte. Et vraiment, la meuf, elle dit, elle est en train de lui raconter la prélogie, quoi. Et je trouve ça trop bien, C'est toute la ça. façon dont c'est fait. C'est pour ça qu'au début, je parlais de malédiction. Mais je trouvais que la façon dont c'est fait, on dirait vraiment, c'est limite, tu vois. Je te jette un sort, je faisais le point avec les histoires, tu sais, de momies
en Égypte où on te parle de malédiction quand tu pénètres dans leur sanctuaire, dans voilà, tout ça. Et c'est vrai que là, dans l'épisode, on a les Jedi qui désacralisent ce sanctuaire des sorcières. Et donc, quelque part, tu vois, c'est un peu genre une malédiction. Je vous maudis tous, des Jedi, vous disparaîtrez, tu vois. Enfin, la façon dont elle dit, ça peut être à la fois, bien sûr, une prophétie, mais aussi, tu peux le voir comme une espèce de malédiction qui serait lancée sur eux. Et je trouve ça beau, inquiétant en même temps. Voilà, Pour moi, c'est pas tellement une malédiction, ni une prophétie. Pour moi, c'est juste qu'elle voit les Jedi tels qu'ils sont et elle voit que ça peut que les mener à leur perte, en fait. Oui, Donc, en fait, elle fait un constat pour nous qui paraît c'est ça. prophétique parce qu'on sait ce qui va se passer ensuite. Mais oui, comme tu le dis, Céline, elle les voit tels qu'ils sont et elle comprend ce qu'ils sont. Mais c'est super triste parce que quand il la tue, elle regarde en mode mais j'avais dit qu'elle pouvait y aller, tu vois, elle est toute triste et tout, je l'avais laissé choisir et on a l'impression qu'elle lui dit mais tu t'es coupé du truc, moi j'ai laissé le choix et toi t'es tellement coupé dans ton truc que et encore entre eux cette histoire de consentement dont on parlait avec les Padawan et tout, et t'as l'exemple de Torbin qui me rappelle un peu Anakin, dans le côté, bah ouais, c'est un ado, c'est normal, son corps change, mais il n'est pas forcément bien accompagné dans l'enseignement Jedi pour pouvoir gérer tous les changements qui s'opèrent en lui. Je veux dire, ce qu'il ressent, quelque part, c'est normal. Il faut pas, tu vois, l'invalider ou quoi que ce soit, c'est normal ce qu'il ressent. Mais pour le coup, même si j'adore Carrie-Anne Moss, elle lui explique peut-être pas bien les choses, ou je sais pas, ou elle a peut-être pas pris en charge. C'est vraiment la mère autoritaire qui dit ce qu'il faut faire, mais qui explique pas pourquoi il faut le faire. Et un ado, bah, il a peut-être besoin de savoir aussi pourquoi, parce que il a un moment où lui, de son côté, il a envie de s'affirmer. Et donc forcément, si tu lui dis juste non, bah, il va vouloir faire le contraire. Donc tu vois, il y a tout ce côté-là chez les Jedi qui est un peu compliqué, ce dont on avait parlé sur le fait qu'il n'y a pas forcément un vrai accompagnement dans l'enseignement, en fait. Pour moi, il n'y a pas que le fait d'aller à l'encontre de ce qu'a dit Indara et le fait de répondre à ses envies. Pour moi, Anicea, quelque part, elle lui a un peu implanté le fait que c'était sa priorité de rentrer. Pour les inciter certainement à partir, mais ça se retourne contre elle. C'est un peu les trois lois de la robotique qui se retournent contre leur créateur. À force de lui dire il faut que tu rentres, en fait, quand on lui dit si on trouve la vergence, on va rentrer, bah du coup il se précipite là-bas. Oui, c'est tout à fait logique. Elle a accentué le truc, non mais totalement. Hein. Et en fait, quelque part, les sorcières aussi, elles étaient peut-être un peu trop confiantes et ça les a perdues aussi. Donc comme quoi, en fait, dans la force, faut pas être trop confiant. Voilà. Faut écouter le lien de la force, mais pas non plus se dire je me l'approprie, je suis maître. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est jamais maître de la force. On peut juste vivre avec en harmonie, mais dès qu'on essaye de vouloir la contrôler, bah, quelque part, la force se retourne contre toi. C'est un peu comme le karma, quoi. Et c'est la voie de la main ouverte. La force J'étais sera libre. en train de penser la même chose. Je n'ai pas dit. J'attendais que ça C'est totalement la théorie de la secte qui est le principal antagoniste des Jedi dans la phase 2 de la Haute République. Oui, mais finissez la voie de la vengeance. Finissez la voie de la vengeance. Vous avez fait une émission sur la voie de la vengeance parce qu'à force, il faudra vraiment qu'on en fasse une là quand on aura fini. Ouais, clairement. Maintenant, on n'a pas encore fait, donc c'est ouvert. Non, mais on n'a rien fait sur la phase 2 encore. D'accord. Ah bah, il faudra qu'on en... Alors moi, je pense que d'ici fin août, je serai top niveau phase 2. Hein. J'aurai tout lu, tout machiné, à part les nouvelles, mais je serai top niveau. Donc, ouais. Alors, moi, je vais juste enquiller un petit peu, et comme d'habitude, je vais un peu défendre Torbin, parce que je trouve que vous le chargez un petit peu sur le côté, c'est un adolescent, les hormones et compagnie. Alors moi, je l'ai pas vu comme un adolescent, plus comme un jeune adulte, que comme un ado pubère avec, voilà. Et moi, j'y vois surtout un jeune homme qui n'a rien à faire au fond des bois. Ce qu'ils font sur Brendock, moi, je pense que non, c'est pas donné à tout le monde d'apprécier ça. Bon, Kelnaka, en tant que Wookiee, il a en théorie a priori une relation assez forte à la nature. Hein. Indara est seul, on ne sait pas trop. Mais lui, clairement, c'est pas du tout quelqu'un qui est fait pour être dans ce genre d'environnement. C'est aussi pour ça qu'il a envie de partir. Et quand Anicea, elle est aussi dans sa tête,
elle lui rappelle qu'il vient de bas-fonds ou de sous-caste, des choses comme ça. Donc peut-être que ce genre d'environnement lui rappelle aussi de très très vieux souvenirs et de très mauvais souvenirs. Et qu'il se sent plus en sécurité en étant dans un temple à Coruscant, dans une grande ville où il y a de l'activité et en haut de la ville, entre guillemets, que sur le plancher des phages dans les boisements. Moi, je peux comprendre le malaise de Torbin à ce moment-là. Moi, pour travailler beaucoup dehors, moi, il y a certaines personnes, je les emmène dehors la nuit. En plus, moi, je bosse de nuit, donc de nuit dehors au fin fond des bois. Je peux vous dire, il y en a, ils font des crises cardiaques avant même que le soleil soit couché. Hein. Donc, je pense surtout que Torbin n'est pas quelqu'un qui est fait pour la mission à laquelle il est assigné. Hein. Et ça, c'est intéressant aussi. Je pense de montrer que tous les Jedi sont pas faits justement pour, disons, de la mission extérieure. Mais ça m'a rappelé un Jedi justement dans la Haute République, je sais plus son nom, qui voulait vraiment rester, tu vois, sur Coruscant, sur les voilà, ça m'a fait penser à lui. Et voilà. Mais après, sur le principe, je comprends. Après, c'est juste qu'effectivement, on voit que c'est un personnage qui est l'esclave de son désir exacerbé par la magie des sorcières, c'est sûr. Mais voilà, on a deux Jedi de type masculin qui sont l'esclave de leur désir. Et le pauvre Wookiee, je suis assez d'accord avec Kodaleya, il est absolument pas développé. Le pauvre, il est juste là pour se faire posséder par les sorcières, peu cher, franchement. Et du coup, je me dis, mais le pauvre, il est mort pour rien. Lui, il a rien fait. Quel tue Torbin, ok, nous sous-saille. Bon, Indara, elle est magnifique, elle est très bien. Bon, ok, elle a tué des sorcières, mais c'était de la légitime défense. On est témoins. C'était pour sauver le Wookiee. Surtout, elle savait pas qu'elle les tuait. Non, elle le savait pas. Et en fait, celui qui devrait crever, il est toujours là. C'est dingue. Seul qui devrait mourir. Mais attends, on regarde toujours le meilleur pour la fin. Ah ouais, non, mais ça... Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que... Et c'est ça qui m'a un peu fait pas mal réfléchir dans l'épisode, c'est... En fait, tu vois, Sol, il est vachement obsédé par la petite et tout. Et à côté, t'as donc Indara qui veut le freiner et tout. Mais à la fin, il y a ce côté, on parle pas au Jedi. Elle dit que c'est dans l'intérêt de protéger la petite, mais celui qui est protégé au final, c'est Sol. Puisqu'ils disent rien, alors que normalement Sol il devrait payer pour ce qu'il a fait, il devrait y avoir de la justice. Et je trouve qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec le MeToo et compagnie, où t'as des gens qui ont des comportements obsessionnels, qui savent pas quand on leur dit non, c'est non, et ils vont quand même, et qui au final sont protégés. Et là on a la même chose avec Sol, et je trouve que la série, tu vois, elle parle vachement de masculinité toxique dans l'épisode, et j'ai été hyper étonnée de pas voir justement les gros sexistes et compagnie râler sur l'épisode, parce que vraiment je trouvais que la thématique elle était là, ça en parle pas de façon, tu vois, frontale, mais de façon, je trouve, intelligente. T'as ce côté là justement sur le consentement, sur le fait de pas respecter le choix, sur le pouvoir, sur un peu tout ça. Et tu as des personnages de femmes qui sont la sagesse, qui sont limite rabaissées dans leur pouvoir alors qu'elles devraient être écoutées parce qu'elles ont raison. Et tout ça pour que l'homme s'en sorte. Et encore une fois, parallèle Taylor Swift, écoutez la chanson The Man, elle explique tout ce qui se passe dans l'épisode. Vous verrez. C'est fantastique. Et par contre, je pense que Carrie-Anne Moss, elle a jamais contacté le conseil pour demander l'autorisation parce qu'elle voulait pas qu'ils prennent la petite. Et je pense qu'elle a fait style genre oui, je les ai contactés, ils ont dit non. Parce que je pense que... Ah, moi j'ai un tic parce qu'ils ont pas montré. Et je me suis demandé si le conseil Jedi, ils avaient vu les résultats des analyses de sang aussi. Je me suis posé la question et je vous la pose. Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Je pense pas parce qu'on dit que May, personne ne connaissait l'existence de May. Donc s'il y a eu des analyses, elles ont été faites sur Osha, mais il n'y a pas eu les analyses de May qui ont été transmises. Que le Lord ne connaissait pas son existence. Je reviens juste en fait sur... je rebobine un tout petit peu par rapport à ce que tu disais, par rapport à Indara, parce que Elessar dans le chat qui partageait quelque chose, et je suis assez d'accord avec lui. Il disait que l'idée d'Indara, c'était d'éviter d'ajouter un trauma supplémentaire à Osha, mais en faisant ça, elle lui retire son inventivité et bafoue la justice. Et je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où le but pour Indara, c'était pas que Sol il échappe à la justice, c'était que Osha n'ait pas un poids supplémentaire à apporter, un traumatisme supplémentaire. Elle a protégé Osha, c'est pas Sol qu'elle a protégé. Tu vois, c'est dégueulasse, c'est que les victimes, quelque part, sous prétexte de les protéger, on laisse les personnes problématiques, tu vois, agir et garder leur force.
Et au final, Osha, regarde, elle a pas pu faire son deuil parce que elle a pas Mmh. été vraiment protégée. J'allais aller dans le même sens que toi, j'allais dire, du coup, il reporte la culpabilité sur Mei, en mode, de toute façon, elle est morte, donc c'est pas grave, on peut l'accuser et c'est vraiment, en fait, ça détruit un peu ce lien, que Osha et Mei, elles ont, puisque Osha, pendant des années, va s'imaginer que sa sœur a tué toute sa famille. Enfin, c'est un traumatisme, terrifiant et Bah, j'allais faire aussi un parallèle, hein, avec, Anakin. Osha et Anakin, finalement, le conseil dit, ou on sait pas si c'est le conseil ou si c'est juste Indar, mais dit: «On les forme pas parce qu'il y a un danger» et quelqu'un prend la décision de dire: «Non mais moi je m'en fous, je vais quand même le former» et ça mène à la catastrophe. Voilà. Enfin, Osha, pour le moment, ça a pas mené à la catastrophe, le fait de Ouais, l'avoir je formé. sais pas. Moi, je trouve ça Je assez sais pas intéressant ce que vous dites, mais alors là, je vais parler cinématographiquement parlant un peu plus large. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de films où c'est un peu l'inverse, où le personnage masculin, parce que c'est le héros, il transgresse toutes les lois, dit moi je sais, je suis pas d'accord avec l'autorité, il la défie et il est récompensé. Et il y a Oui. énormément de films comme ça aujourd'hui. Oui, Donc, exactement. je trouve que c'est un peu dur de charger Saul ou des choses comme ça, quand pour le coup, il va être puni, il va y avoir de la punition qui va venir, alors qu'il y a plein de films où le héros masculin, il est récompensé, et clairement. Et Donc là, justement, là, tu vas à l'encontre de oui, ce mais trope qui est le trope de l'anarchiste de droite, hein, donc c'est les Ouais. Sons of Anarchy, où tout ce que tu veux, en fait, c'est exactement la même chose, c'est je vais transgresser la loi parce que je veux me faire justice moi-même. C'est oui, Batman mais 100%. moi, je te mais pensais à Kirk, hein, dans Star Trek, hein, oui, oui. Ouais, particulièrement. pff, Mais ça, alors moi, je suis je pas trouve très, que très tu vois là, trekkienne, mais... on est en train de charger ce pauvre Sol, alors que tous les autres personnages en scénar. Et moi, je Mais, repense à Star Trek parce que ça Mais m'a après, marqué, moi, mais je ça parle du marche dans moment. tous les young Oui, adultes, hein. oui. Oui, non, non mais je veux mais, dire, moi, tu vois, je commande ce qu'on voit dans l'épisode là. Après, oui, on voit très bien que par la suite, quand même, il y a une Mhm. justice qui va revenir. Et c'est Mhm. pour ça que je parlais de karma, parce que le karma, il se rappelle toujours à toi à un moment donné. Et là, c'est le retour de karma qui se prend au sol. Mais moi, après, je trouve ça intéressant, comme tu dis, qu'on ait aussi un personnage, tu vois, là où on a l'impression que quelque part, il est protégé par cette hiérarchie Jedi et qu'on voit que ça explose, ça participe aussi, je pense, aux éléments qui vont conduire à la prélogie où ça va Mhm. totalement partir en sucette. Donc c'est aussi intéressant. Après, je te rejoins effectivement, et ça c'est un truc, je râle souvent sur ça aussi dans les films où il y a ce trope-là du mec, je défie l'autorité et j'ai trop raison, alors qu'on serait dans la vie, ça serait pas, tu vois, forcément comme ça. Mais moi, je trouve ça chouette que le perso de Sol ne soit pas justement parfait et qu'il ait ce côté sombre. Moi, quand je vois l'épisode, je me dis, le gars, il pourrait totalement être un Sith. Parce que vraiment, il passe l'épisode en fait à être sur son obsession de je veux une padawan, je veux que Je ça suis soit pas elle. d'accord. Mais je trouve ça super intéressant et j'ai envie de voir comment ça va évoluer dans le final. Et ça change des Jedi qu'on a d'habitude. Et voilà, c'est bien aussi de montrer que c'est des humains avant tout, enfin des humains, des humanoïdes, les Jedi, et qui sont pas parfaits et que cet enseignement, cette voie Jedi, elle est dure à suivre quand même. Je suis sûre que c'est pas le seul à avoir eu des problèmes, hein. Non. Et justement, là, quand après, tu parles juste sur Sol, du côté, voilà, il veut un padawan, il veut, etc. C'est là que tu peux faire un parallèle aussi avec Kimir qui disait, moi, je veux un élève. On est vraiment dans le même truc. Alors, pas dans le même but, tout à fait. Encore que, on ne sait pas encore ce que Saul il a réellement dans la tête. Il y a quand même quelque chose qui interroge sur son attachement à Osha en l'ayant vu de loin pendant 3 secondes chrono. Bref, j'avais évoqué l'idée que ça puisse le ramener lui à sa propre expérience de Jedi. On sait qu'il a été pris par l'ordre Jedi, enfin détecté à l'âge de 4 ans. Donc à l'âge de 4 ans, tu as quand même des souvenirs déjà de ton enfance, de tes parents, etc. Donc on ne sait pas quel traumatisme ça a pu générer chez lui. Et aussi dans quelle mesure en fait il s'identifie tellement à Osha qu'elle lui renvoie énormément son histoire. Mais il y a quelque chose de pas très net dans cet attachement qui peut, cette obsession, hein, c'est quasiment une obsession qu'il a pour Osha et pas pour Mai en plus. Vraiment, Mai, il n'hésite vraiment pas à la sacrifier.
Moi, je suis pas entièrement d'accord avec cette interprétation, hein. Je ne trouve pas que Saul est obsédé par le fait de vouloir un padawan. Je veux dire, à aucun moment avant, il dit vraiment je veux un padawan. D'ailleurs, il discute avec Indira, elle lui fait ah c'est pour ça que t'as pas de padawan. Et il fait pas ouais non mais en fait j'aimerais bien, mais voilà, à aucun moment il est là-dedans. Donc je pense que dire qu'il est obsédé par l'idée de vouloir un padawan, c'est un peu exagéré. Bon, après, il voit Osha et il sent une grande connexion dans la Force. Bon, moi, dans l'univers Star Wars, ça ne me choque pas. C'est pas le premier Jedi qui voit un enfant avec la Force et qui a un lien qui se développe avec. Je pense à Lula qui est ramenée dans l'ordre Jedi par, je ne sais plus son nom, je cherchais tout à l'heure et j'ai oublié, qui part faire le cirque là. Oui, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, en plus, c'est mon petit chien, un petit doudou, donc... Et pas, il revient dans l'ordre parce que, ben voilà, il a une interaction avec Lula et... Oh. Donc, voilà, donc moi, dans l'ensemble, ça me choque pas particulièrement. Et il fait un lien avec Osha et pas avec May. Bon, c'est comme ça, c'est Mais la moi- force. Hein. Ça doit être des jumelles, c'est quand même deux personnes différentes, donc ça me choque pas. Par contre, après ça, effectivement, il se monte un peu le bourrichon dans le... Elle est pas bien dans sa communauté, il y a tout un tas de choses, mais en même temps, ces mères et la communauté n'êtes pas vraiment seuls à voir que la petite est bien. Quant à Msi, merci LS, j'étais sûre que c'est toi qui allais me le trouver. Voilà, donc, mais parce que peut-être qu'il a eu lui-même une expérience un peu qui fait que, donc c'est là où moi il chie dans la colle, c'est à un moment donné, il n'est pas à l'écoute de la communauté, il est à l'écoute potentiellement de la petite hein, qui a envie de venir, elle, hein, pour le coup, elle dit oui, moi je veux venir, bon, mais elle veut pas venir. Bon, voilà, écoute. Et quand il va chercher Torbine, qui est en train de chier dans la colle, et au lieu de faire bon, Torbine, on rentre et on voit, non, il en profite pour continuer à chier un peu plus dans la colle. Et c'est là où en fait Sol fait des erreurs, mais pour moi, il n'est pas du tout dans l'obsession, il est dans la mésinterprétation. Mais voilà, donc je pense que il est un petit peu trop chargé, vous le chargez un petit peu trop à mon goût, sans dire qu'il est clean, hein. Il est pas clean, on est bien d'accord, mais pas à ce point-là. Et après, oui, il se retrouve devant un choix à faire entre Osha et May à un instant T, et il choisit Osha parce qu'il a un lien avec elle. Et par contre, il dit clairement, pendant une bonne partie de la série, qu'il s'en veut aussi de ne pas avoir sauvé May. Donc on peut pas faire comme si il avait choisi, mais que May, voilà. Lui, son but, c'était quand même de les ramener toutes les deux. Il avait un lien avec Osha, mais il n'avait pas spécialement envie de laisser May derrière, par exemple. Il n'a pas toutes les cartes en main et il agit de manière ultra impulsive comme un padawan agirait, sauf que c'est quand même un chevalier Jedi, pas un maître, mais c'est un chevalier, donc il est censé avoir de la bouteille, il est censé avoir de la retenue. Mais à aucun moment, en fait, il sait réellement quoi que ce soit à propos des jumelles. Il voit une situation qu'il pense problématique. Il voit toute une communauté de sorcières et il pense que effectivement, comme les jumelles sont les deux seuls enfants de la communauté qui a une certaine emprise, qu'on est face à une secte, etc. Ce que je nie pas, mais tu vois, au lieu de faire, je sais pas, un travail de fond, un travail d'enquête, etc., il va d'emblée décider qu'il faut exfiltrer les filles de cette situation. C'est un peu comme si t'appelais, dans le monde réel, t'appelais les services sociaux parce que t'as vu un truc légèrement chelou chez tes voisins et que tu prends sur toi de protéger les enfants face à une situation dont tu ne connais strictement rien et de les enlever à leurs parents parce que tu penses que potentiellement il y a un risque pour elles. Sauf qu'en fait, il se base sur rien. À aucun moment, j'ai l'impression qu'il se pose la question de ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour les filles. J'ai pas l'impression qu'il agisse dans l'intérêt des enfants. C'est un côté de complexe de sauveur. Oui. Dans un complexe de sauveur, ça je veux bien. Moi, je veux parler de la mise en scène, justement, de comment il est montré dans l'épisode. Pour moi, la mise en scène, c'est ce qui cause la problématique. Parce que quand tu vois la façon dont il observe la scène, tu vois, où il est caché derrière l'arbre, qu'il observe les filles, la façon dont il va regarder May, il apparaît déjà comme une menace potentielle, comme quelque chose de gênant. Et à chaque fois qu'on va avoir des scènes avec lui qui va parler de May, la façon dont il va le jouer, où il va être mis en scène, moi personnellement, j'ai ressenti
de l'obsession. J'ai ressenti vraiment, j'avais l'impression de voir un peu, et là je fais des comparaisons avec des séries télé par exemple sur des serial killers ou des pédophiles, tu vois, genre Esprit criminel ou des trucs comme ça, où souvent le criminel de l'épisode, il est un peu montré comme ça de façon hyper dérangeante. Et je trouve que le fait qu'il se focalise sur Osha comme ça, moi, je me suis, enfin, j'ai les drapeaux rouges qui sont sortis en me disant, ouais, c'est une gamine, tu vas te calmer, tu vois. J'ai trouvé ça extrêmement gênant dans la mise en scène. Et quand on a la scène où justement il les teste, on voit que pour May, il fait pas d'effort. C'est genre, bon, ok, elle dit Nawak, on a rien à foutre. C'est Carrie-Anne Moss qui fait l'effort, elle, de s'intéresser à elle, de poser des questions sur sa communauté pour essayer de comprendre. Elle, depuis le début, elle est dans le truc, on devrait en discuter avec nos supérieurs, on devrait discuter avec elle, voir vraiment si il y a des choses qui s'imposent et tout. Lui, effectivement, là où je vais vous rejoindre, c'est que en plus d'avoir cette espèce de, tu vois, de choses qui me dérangent, il y a ce côté manipulation envers Osha, où il dit justement à Indra, attends, on va faire une autre approche et tout. Et on avait déjà vu ça dans la première partie du flashback, et on a la suite là. La façon dont il va parler à la petite, pour moi, c'est clairement de la manipulation pour quelque part implanter l'idée que c'est ce qu'elle veut, mais il la pousse à vouloir ça. C'est exactement pareil que ce que fait donc la mère de Osha avec Torbin. C'est la même chose. C'est exactement pareil, c'est le miroir des deux. Donc chacun a endoctriné sa pièce en fait. Et donc c'est hyper dérangeant. Et après, quand il retourne dans le Coven, il pourrait discuter. Non, il veut de suite Osha, il la veut parce que effectivement, et là où je vous rejoins, il va commencer à fantasmer tout un truc en disant qu'elle est en danger, en disant qu'il la faut et compagnie. Et il y a cette scène dont on avait parlé justement dans le premier flashback où à un moment on avait les mères d'Osha qui se retournaient vers le mur et qui regardaient de façon un peu insistante, même limite on voyait qu'il y avait genre leur spider sense qui s'éveillait. Et là dans l'épisode on a la réponse, c'était Saul qui était là. Donc Saul qui peut-être projetait des intentions, tu vois, qui les ont alarmés. Et lui de son côté, il regardait en disant ah mon Dieu, les pauvres filles elles sont blessées. Donc il y a à la fois une obsession qui est un peu malsaine pour moi par la mise en scène, et il y a aussi Saul qui va quelque part fantasmer peut-être une mission de héros qui se donne pour récupérer la petite et se dire voilà, je l'ai sauvée, c'est normal que je la récupère quelque part pour se dédouaner de ce désir qu'il a envers cette petite. Après, encore une fois, c'est la mise en scène, c'est peut-être absolument pas ce qu'a voulu dire la showrunner, mais c'est vrai que voilà, moi en tant que spectatrice, si j'avais des drapeaux rouges, je les agiterais devant parce que vraiment, moi, ça m'a mis pas bien. Et justement, pareil, on avait tout le temps parlé de ce Saul manipulateur d'esprit. Et moi, je trouve que cet épisode, il illustre pas mal, justement, parce qu'à la fin, c'est lui qui va tout dire à la gamine. Oui, ta sœur, elle a fait ça. Et on avait dit, ah, peut-être que c'est lui qui manipule ses souvenirs et tout. Bah, c'est clairement ce qu'on voit. Il y a une manipulation qui fait que la pauvre petite, non seulement elle va être trauma, mais en plus elle pourra jamais faire son deuil parce que elle peut pas à la fois pleurer sa sœur et lui en vouloir. C'est trop dur. Donc ouais, c'est voilà. Il y a plein de choses qui me dérangent sur le perso. Après, je trouve ça très intéressant d'explorer ça avec un Jedi et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Tu vois, je déteste pas le perso de Saul. Je le trouve intéressant, même si voilà, ce move drapeau rouge. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, Céline ou Célina, ou les deux? Du coup, je vous propose de passer à un autre petit truc, parce qu'on a appris quand même quelques petites choses sur les jumelles. Je pense que, Célina, j'ai pensé à toi, je pense que ça t'a fait énormément bondir. Il y a cette petite phrase à un moment donné qui décrit les jumelles comme étant un esprit partagé dans deux corps. Toujours en lien avec cette histoire de vergence et quand on apprend que les jumelles sont des copies conformes l'une de l'autre, qu'elles partagent finalement exactement le même ADN. Pour moi, on en revient du coup à cette idée qu'elles n'ont pas été créées par les midi-chloriens comme le sera Anakin, mais plutôt qu'on est dans l'ordre de l'expérimentation de clones. Céline, qu'est-ce que tu en as pensé, par exemple ? Moi, je suis persuadée que Anakin, c'est aussi une manip. Donc voilà. Il y a une différence, c'est que c'est Anakin, c'est lui qui porte la vergence. Alors que là, manifestement, il y a une vergence naturelle sur cette planète. Et c'est la manipulation de la force par Anastasia sur cette vergence qui a réussi à produire ces enfants. Alors, peut-être un stade embryonnaire, hein, j'imagine, puisque c'est Corey derrière qui les a portés. Et peut-être en effet que elle a créé un seul et unique
Pas ovocyte, mais embryon, qu'elle a divisé en 2 pour faire les jumelles et que du coup, il y a la même force, la même magie un peu de création dans les 2 enfants. Mais moi, je sais pas, j'aime pas trop cette idée en fait d'une personne divisée en 2. C'est vrai qu'on en avait parlé dans les autres récaps qu'on a fait, où voilà, on avait émis cette théorie. Mais je sais pas, moi au départ, je suis partie plus sur des clones en fait. Enfin, dans l'épisode, comment il parlait des jumelles, moi je me suis dit si c'était des clones justement de Anisea, Anis. est-ce que ça serait pas, tu vois, 2 clones d'elle-même? Et on sait que par la suite, on a un travail sur des clones qui va arriver sur la prélogie. On sait que par la suite, Palpatine, il essaye de faire des clones qui puissent avoir de la force. Est-ce que ça pourrait être une première tentative? Tu vois, je me suis posé cette question-là, mais après, le coup d'une personne coupée en 2, je sais pas, je me pose des questions. Après, j'ai regardé la vidéo de Senmol, et à un moment, il montrait quelque chose que j'avais pas remarqué, et je sais pas si vous l'avez vu aussi. Quand il y a la cérémonie là, des 2 petites, qu'il y en a une qui commence à avoir le tatouage sur le front, à ce moment-là, au-dessus, on voit les 2 lunes de la planète qui se rapprochent pour n'en former qu'une. Et donc je me suis demandé, et c'est un peu son hypothèse aussi, si la cérémonie qui a été interrompue, c'était pas une cérémonie pour justement remettre dans un seul corps les 2 jumelles. Alors oui, il y a un seul tatouage au centre chez Anisea et chez May, c'est d'un seul côté. Donc on pourrait penser que de manière symétrique, ça allait aller sur Osha. Alors après, est-ce qu'elle comptait en refaire un seul corps? Je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment. Les Mais en fusionner, effet, peut-être, je sais pas. quelque part, l'esprit d'Anisea, ou en tout cas son rôle de guide, devait être redivisé en 2, j'imagine. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que même, tu vois, il prenait le tatouage justement de la mère, et il disait qu'on avait une ligne unique qui se divisait en plusieurs lignes pour faire après le symbole. Et donc, voilà, moi, c'est pour ça que je suis partie sur une histoire de clone. Si en fait, les 2 petites, ça serait pas le clone de la mère, qui quelque Anisea. part, elle aussi chercherait un moyen peut-être d'immortalité, de rester guide de ce peuple-là, tu vois. Et encore une fois, on revient vers l'expérimentation de Plagueis et compagnie pour aller vers Palpatine et sa recherche d'immortalité aussi. Ouais, alors moi, en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. Alors évidemment, en tant que jumelle, une entité dans... Moi, ce qui me gêne pas... Alors, je vais être paradoxal dans ce que je vais dire. L'idée, en fait, d'une seule entité qui aurait été divisée en 2 me choque moins que 2 entités qui ne sont en fait qu'une personne. C'est pas exactement le même sens. Ouais. Donc là, on est clairement plus dans une entité de force, on va dire, qui aurait été mise dans 2 corps pour des questions de yin et de yang, la force côté lumineux, côté obscur, gna gna gna, et qui pourrait faire qu'effectivement, une fusion de la force, un équilibre, ce qui ferait un peu écho aussi à ce qu'on voit dans l'épisode 8, dans la grotte de Luke, là, l'espèce de mosaïque au sol. Donc moi, si c'est ça, ça me choque moins. D'autant plus qu'effectivement, elles ont l'air d'être totalement identiques. Et alors, double spoiler alerte. Spoiler 1, les jumelles ne sont pas 100% identiques. Désolé pour ceux qui le pensaient. Et spoiler alerte 2, les clones non plus ne sont pas 100% identiques. C'est bien pour la fiction. Dans la réalité, ce n'est absolument pas le cas. Si vous pensez que vous allez cloner votre chien et que vous aurez le même chien, vous allez déchanter rapidement. Donc, voilà, là, bon, après, on est dans de la fiction, et on fait OK, on fait ça, mais je vous le dis clairement, en réalité, c'est pas possible. Donc moi, ça m'inspire ça plus une entité qui aurait été séparée en 2 pour une question d'équilibre et de balance, qu'en fait, le terme jumelle ne serait utilisé en réalité que par commodité. Oui. Voilà. Tu les appelles jumelles, mais tu aurais pu les appeler la balance, ou je sais pas comment s'appellent les petites tables de chaque côté d'une balance, ou voilà, c'est plus un terme de commodité, ou clone, effectivement, ou simplement faire comme si c'était qu'une seule personne. Après, moi, il y a quelque chose, parce que la séparer en 2 personnes, côté obscur et tout, moi, ça me fait beaucoup penser à Dr. Jekyll and Mr. Hyde, où ça reste une entité, une personne avec 2 personnalités, qui pour la petite histoire se déclenche par une boisson, une potion. Là, on est dans un petit peu quelque chose de différent, mais moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est les 2 mères, Anisea et Coril, c'est quand même le yin et le yang. Ah oui, aussi.
Donc, je trouve que c'est pas anodin, en fait. Et ça se voit très bien dans l'épisode où Anis Seiya, elle est OK, on y va doucement, pas de violence, on va discuter avec les Jedi. Où elle est quand même plus dans on y va. Elle est pas hyper contente de la présence des Jedi, mais elle est OK pour en discuter. Et surtout, elle est OK pour laisser partir sa fille. Voilà. Alors que Corille, mais elle veut rien entendre non plus, quoi. Elle a qu'une envie, c'est de leur botter le cul. Et j'ai envie de dire, pour le coup, Corille utilise Mai pour mettre le feu aux poudres d'une certaine façon. Donc, Totalement. si Sol, à un moment donné, chie dans la colle en quêtant d'autres morts, du côté de Corille, elle fait pas mieux, quoi. Et pour le coup, Sol et Corille, ils sont tous les deux un peu responsables de ce qui va se passer. Hein. Et si tu regardes, tu as un moment, on dit à la mère, Anis Seiya, on lui dit tu veux être mère ou chef du Coven, et elle dit moi je choisis d'être mère. Et en fait l'autre, elle choisit le Coven en fait. Et si tu regardes, les deux, elles ont chacune leur chouchou. Une c'est Osha, et elle lui donne le choix parce qu'elle l'aime et qu'elle la laisse être qui elle a envie d'être. Et l'autre, comme l'autre, elle est à fond dans la secte, elle est vachement pro-Mai, parce qu'elle sait que Mai, si elle lui dit va faire pipi, elle va y aller, tu vois, par exemple. Elle lui dit un ordre, elle le fait. Et là, on le voit dans l'épisode. Elle dit va mettre le feu, fais ci, fais ça, la gamine le fait. Donc, on a vraiment deux camps au sein de cette même famille-là. Donc, c'est intéressant. Oui, donc moi, je pense toujours qu'il y a toujours quelque chose. De toute façon, vu qu'ils amènent la vergence dans l'affaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la force. De toute façon, toute la Haute République tourne autour de la force, hein, de son utilisation, de sa non-utilisation, de sa liberté ou de pas sa liberté, de sa puissance ou de sa non-puissance, ou de son casse-croûte pour certaines créatures. Donc voilà, donc on tourne autour de ça. Et ce qui me fait d'autant plus penser à quelque chose lié à la force, c'est vraiment le pouvoir des sorcières, hein, avec ce pouvoir de se dématérialiser là, que pour moi c'est le point le plus intéressant de ce truc, hein, parce que ça, dans Star Wars, alors peut-être dans l'univers légende que je ne connais pas en entier, peut-être qu'il y avait des choses, mais cette dématérialisation, tout ça, en tout cas qui existe en canon, en livre et en film, ça n'est jamais apparu. Hein. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Comme ça dans Clone Wars, parce que l'imagerie comme ça des volutes, alors plutôt... Alors, il y a les sorcières de la nuit, hein. Il y a les sorcières de la nuit qui ont ces espèces de volutes, mais elles ne se désintègrent pas, en fait. C'est plus une matérialisation de force par des volutes vertes, hein, les sorcières de la nuit. Voilà, mais une dématérialisation. On n'a pas vu ça dans Ahsoka non plus? Je crois pas. Alors, les trois mères dans Ahsoka. En fait, ça me paraît vachement familier. J'arrive pas à remettre ce truc. Et il y a LS dans le chat qui nous dit que Mérine a ce pouvoir. Alors peut-être que dans Survivor, peut-être que dans Survivor, LS c'est ça, parce que moi dans Jedi Fallen Order, j'ai pas souvenir. Alors elle utilise de la volute et peut-être qu'elle se téléporte un peu, Mérine, elle cheat comme ça. Mais du moins après, voilà, ça reste les jeux vidéo, donc c'est pas accessible pour l'ensemble. Hein. D'ailleurs, Survivor, moi, si je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas les bons supports de console. Pareil, bien vu. Merci les enfoirés de sortir ça sur les nouvelles générations, société de consommation de mon cul, quoi. Mais il y a un truc cauchemardesque quand même dans la façon où ce pouvoir, tu vois, pareil que ces petites cette fumée et tout. T'as encore ce côté de te dire, est-ce qu'il y a manipulation d'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, ce côté un peu fumé. Enfin, c'est pour ça que ça m'a interpellée et je me suis posé la question, je l'ai mis dans le chat. Mais l'épisode que nous on a vu en tant que spectateur, c'est le point de vue de qui? C'est le point de vue de Sol qui se sent mal et qui se voit lui-même comme quelqu'un de mauvais. Est-ce que c'est le point de vue d'Osha dans le masque qui aura une vision? Et donc l'aspect un peu onirique, cauchemardesque pourrait venir de là. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Parce que pour moi, le point de vue de l'épisode, il est absolument pas neutre. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que c'était le récit de Sol? Est-ce que c'était une vision? Est-ce que c'était autre chose? Et puis, il y a des points dans l'épisode où tu te dis, mais Kimir, il sait. Enfin, quand il parle du pouvoir de deux, les allusions qu'il a faites d'épisodes d'avant, pour moi, c'est clair et net qu'il sait ce qui s'est passé, qu'il sait l'histoire. Donc, ça fait un troisième point de vue. Est-ce qu'il raconte à Osha aussi? Est-ce qu'on a deux points de vue en un? Ça aussi, c'est intéressant et ça peut expliquer aussi la mise en scène et cette façon dont la magie apparaît dans l'épisode. Ouais, on suit principalement les Jedi là dans cet épisode, mais il y a quelques scènes en effet où les Jedi sont absents
et où on est plus du côté d'Osha. Donc en effet, c'est pas purement le point de vue des Jedi. Après, on est sûr que c'est un pouvoir de téléportation, parce qu'on Alors, les voit à chaque fois disparaître, mais à chaque fois elles se font tuer finalement au moment où elles alors pour disparaissent. moi, c'est pas un pouvoir de téléportation. Elles sont clairement pas dans le fait de se téléporter d'un endroit Non, ou d'un elles autre. deviennent fumées, quoi. Voilà, pour moi, elles se Mm, mm. désintègrent un peu. Et c'est là que pour moi, ça devient intéressant, entre guillemets. C'est que c'est peut-être comme ça qu'elles rentrent dans les esprits. Tu vois, une espèce elles se matérialisent, elles se dématérialisent et elles peuvent prendre possession de corps, en fait. Mm. Et elles dématérialisent. Et ce sont des esprits comme ça qui se promènent. Pour moi, il n'y a pas que ça, hein, parce que quand Anicea prend Torbin, Mm. elle se dématérialise pas à ce Non, moment-là. non, elles se dématérialisent pas. Mais Et quand toutes les sorcières mm, prennent Kelnaka, mm. elles se dématérialisent pas non plus. Donc je sais pas Ouais. pourquoi C'est des à ce moment-là, projections de leur esprit. Anicea, elle se dématérialise. Qu'est-ce qu'elle comptait Attends. faire? Est-ce qu'elle Il- comptait il- déplacer cet esprit Ou en alors, profiter peut-être elle pour être voulait plus lui faire puissante? T'as peur. raison, Elle lui a Salina, envoyé une illusion. Genre, elle lui a envoyé l'illusion qu'elle peut-être. disparaissait. Et du coup, ça me rappelle encore une fois l'épisode où on voit Kimir combattre, où il y avait ces moments de mise en scène où genre on le voyait surgir dans les esprits. Il y avait vraiment ce lexique du cauchemar qu'on retrouve aussi dans cet épisode-là. Et rappelez-vous que Osha, elle disait « Ah, sa technique rappelle la technique de ma mère ». Donc moi, je suis un peu dubitatif quand la showrunner dit que soudain, il n'y a pas de lien, alors que clairement, par la mise en scène, il y a de l'écho, par le fait que des persos disent tiens, les techniques se ressemblent. Alors, est-ce que ça voudrait dire, sinon, dernière théorie, que la fusion, alors je vais comme ça, la fusion Osha-Mei, en fait, Kimir la connaissait et que quand ça a défusionné, c'est devenu des petites qui sont restées avec le Coven. Et peut-être que la version fusionnée, c'était la maître de Kimir. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas l'âge de Kimir. Il est peut-être beaucoup plus vieux qu'on pense. Peut-être que ces jumelles séparées, elles sont peut-être beaucoup plus vieilles qu'on le pense. Et quand elles ne formaient qu'une, c'était peut-être l'adulte. Je prends un exemple. Dans Sakura, il y a un personnage, en 4 Sakura, oui, je parle sur les mangas. Il y a un personnage qui était adulte, qui, pour des raisons de renaissance, entre guillemets, se coupe en 2 personnes, sauf que là il y a une personne qui va être un jeune adulte et une autre version de lui qui va être plus un enfant, voilà, et qui vont coexister. Mais voilà, il a rené, donc peut-être que la version 1 des 2, c'est une adulte et que c'est elle qui est peut-être liée avec Kimir. Je pars peut-être loin, mais ça pourrait expliquer pourquoi il serait au courant. Et dans le chat, c'était Elessar qui reparlait de quelque chose qu'on avait dit, que Kimir était peut-être prisonnier ou présent sur la planète quand il y avait ça, et il pourrait très bien être dans le trou-trou, le fameux trou-trou qui revient, voilà. Donc c'est aussi une possibilité. Moi, je veux revenir sur les sorcières, parce que effectivement, Anicea et Coril sont capables de maîtriser ce pouvoir. Les autres femmes de la communauté, on ne sait pas en fait. Elles sont juste installées, assises et en espèce de transe pour soutenir potentiellement le besoin d'énergie, hein, c'est quelque chose. Hein. Pour moi, les autres femmes n'ont pas cette capacité. Et c'est pour ça que c'est Anicea et Coril qui sont des guides, parce qu'elles ont cette capacité. Les autres ne sont là qu'en support. Donc, moi, je mets pas ma main au feu que toutes les femmes de cette communauté soient capables de se dématérialiser. Ça, c'est une première chose. Après, concernant Kimir, moi, je pense que Kimir, en fait, c'est une seconde intrigue. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui a un lien directement avec les sorcières et tout ça. C'est une deuxième intrigue et qui est liée pour le coup à Vernestra et qui sera plutôt abordée dans une saison 2. Ouais, voilà. Je pense que ce sont des fils qui s'entrecroisent. Disons que, enfin, coïncidence, je ne crois pas, mais voilà. À un moment donné, il y en a quand même des fois. Et voilà. Mais tu penses que ça pourrait être, comme je disais, peut-être une autre façon de montrer aussi un autre point de vulnérabilité des Jedi au travers d'une deuxième histoire avec Kimir, et ça serait ça le lien, peut-être, mais en fait, moi, plus en plus, je me dis que Kimir, en fait, n'est pas directement lié à l'histoire de Mei et Osha, en fait. Donc, je pense que c'est... Tu voudrais dire qu'il s'en sert comme prétexte? Oui. Il y a peut-être quelque chose, soit qu'on n'a pas vu, soit qu'on nous a pas encore dit, et qu'à un moment donné, va faire le lien. Mais pour moi, en fait, on a 2 histoires qu'on a l'impression qu'ils n'en font qu'une, mais en fait, ce sont des histoires embriquées, tu vois.
et qui va permettre d'amener une saison 2 un peu plus subtile que d'amener une saison 2 en disant: «Hey, regardez, à la fin, on vous fait un gros cliffhanger que vous aviez jamais vu venir en vous ajoutant un personnage à la dernière minute». Non, c'est on va vous montrer qu'en fait, ce sont 2 événements en fait qui se télescopent en parallèle et qui vont mener à la chute de l'ordre, quoi. C'est une Mais petite après, moi, pierre en entraînant une autre. Donc, moi, je vois pas Kimir. Peut-être, évidemment, bien évidemment, je me trompe. Hein, il reste un épisode, voilà. Mais ou alors il y a un twist effectivement avec ces histoires de désintégration, enfin de désintégration de volume de fumée. Ou est-ce que Kimir c'est un reste de cette force-là ou quelque chose? Mais moi, j'y vois plus comme une deuxième intrigue et qui ont voilà. Mais moi, tu vois, le lien Kimir et les jumelles, c'est ce que j'avais dit l'épisode d'avant, c'est que moi, j'ai ressenti énormément de solitude dans le personnage par la façon de jouer de l'acteur et ce qui est dit. Et je pense que, encore une fois, tu vois, quand il veut absolument avoir un élève qui part du pouvoir de 2, moi, je pense qu'il cherche quelqu'un qu'il comprenne et qui partage sa peine et qui partage sa vision. Et je pense que peut-être il est au courant de l'histoire des jumelles et que ça le touche et il se dit, elles vont me comprendre parce que elles ont un vécu qui va venir avec le mien, parce qu'il parle aussi, toi, d'avoir tout perdu, d'avoir été trahi et compagnie. Donc en ça, il se retrouve en elle. Et je pense que c'est plus ça le lien des personnes qui se reconnaissent et qui peut-être vont vivre une aventure ensemble parce que ils ont besoin d'avoir un autre, voilà, pour exister. Et on parlait, toi, de la théorie qui serait peut-être le premier chevalier de Rennes. Il y a quand même une promo où tu le vois au centre avec de chaque côté, Ocha d'un côté, mais de l'autre. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un trio à la fin qui serait les premiers chevaliers de Rennes, peut-être? Tu vois, un groupe de déçus qui, quelque part, se sont reconnus et se sont dit, ah bah ouais, en fait, on est des déçus de la vie, on a envie d'utiliser la force à notre façon, et donc on va faire notre groupe. Et ça pourrait être, tu vois, un peu le début de quelque chose aussi. Ou peut-être ils peuvent rencontrer les descendants de la voix de la main ouverte. Non, mais voilà, il peut y avoir un truc, tu vois, un lien sentimental dans le fait que c'est important de trouver des gens qui te comprennent et avec qui tu peux être toi-même et avec qui tu peux te remettre. Et c'est aussi un moyen de guérir. Parce que jusqu'à présent, on nous le montrait comme, étant... on va dire antipathique, étant le méchant de l'histoire. Bon, c'est vrai, il a tué des gens et Yord, mais quand même, quand tu discutes avec lui tout, tu dis, bon, il est quand même sympathique, il va se baigner dans la rivière et tout, il est très sympa. Et là, on a cet épisode où quand même Saul, tu vois, il apparaît plus inquiétant. Et c'est vrai que ça pourrait être marrant que finalement, tu vois, tu crois que la personne qui est méchante est en fait gentille et vice-versa. Et puis même, tu vois, cette histoire de méchant gentil, je suis pas non plus hyper fan parce que on a le yin-yang et t'as personne de 100% gentil, de 100% méchant. Et c'est bien d'avoir un peu des nuances parce que c'est vrai que Star Wars, on a toujours un peu reproché que ce soit les méchants contre les gentils, alors qu'en fait, on voit très bien que la vie, c'est pas ça, que la force, ça se limite pas qu'à ça, que déjà, c'est un combat contre soi-même, Star Wars. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Chaque Jedi, il a un combat contre lui-même. Et c'est hyper philosophique. Et pourquoi pas continuer comme ça, voilà. Je pars loin, je pars dans la poésie. Écoutez. Je pense qu'on n'est pas dans un truc manichéen, ça c'est certain. Que Kimir est seul, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, il est beaucoup plus obsédé par Mei ou Ocha que ne l'est Seul. On a Sylvain dans le chat qui vient de dire exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Il y a un décalage entre le live et le chat. Ouais. Donc, il dit Star Wars c'est manichéen, Jedi égale gentil, Sith égale méchant. Ouais, mais il faut faire évoluer au bout d'un moment. Quand tu Mais commences oui. le récit, c'est sûr. La trilogie, c'est méchant gentil, voilà, rébellion, empire, ok. Mais quand tu explores la prélogie, quand tu explores l'univers légende, quand tu explores tout, tu vois que c'est beaucoup plus riche et complexe que ça. Et moi, j'aime bien qu'on reste pas bloqué que sur un truc, parce que sinon tu radotes et au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Faut un peu évoluer. Non, mais je pense qu'il le fait exprès. Oui, non, mais je connais. Sylvain. Hein. Mais alors après aussi, il y a un point cinématographique que j'ai pas fait par rapport au travail d'Akira Kurosawa sur le fait que voilà, on est sur une série qui est sur la multitude de points de vue. Et il y a un film qu'il a mis en scène, je crois que c'est Rashomon, oui. Où justement tu revis un événement de différents points de vue. Et je trouve que la série me fait beaucoup penser à ce film-là. Et c'est assez... au moins sur la question des points de vue. Après, je dis pas que ça copie, hein, mais je me demande s'il n'y a pas une petite inspiration. Et je me demande si à la fin de la saison, on va pas laisser le choix au spectateur de choisir
le point de vue qu'ils préfèrent. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les Jedi ils ont chié dans la colle? Est-ce que vous pensez que c'est les sorcières? Est-ce que vous pensez que c'est Kimir? Est-ce que vous pensez que c'est ça, ça et ça? Et ça, je trouverais ça pas mal que finalement, on ait chacun son ressenti sur ça, sur les points de vue. Alors, vu que tu me lances sur Kurosawa, attention, je peux partir Vas-y. pendant des heures. Mais vas-y, ça sera avec plaisir. Donc, Rashomon, en plus, on l'a eu en ciné-club à Nancy, Rashomon, il y Oh, a la quelques chance. temps. La chance. Et bon, alors effectivement, pour ceux qui connaissent pas Rashomon, film de Kurosawa, où il y a un événement et il y a plusieurs participants à l'événement qui te donnent tous leur version des faits, qui divergent plus ou moins sensiblement. Il y a, tout le monde essaye de se donner plus ou moins le bon rôle ou le mauvais rôle à l'autre, voilà. Mais le film est vraiment découpé en 3 ou 4 points de vue, et qui sont eux-mêmes racontés par un tiers. Donc, il y a vraiment plein de machins. Moi, je trouve que c'est quand même pas le cas ici, en fait, parce que si on a de la subtilité et des choses comme ça, on est quand même loin d'un seul et même événement vu par différentes personnes, en fait. Mhm. Je trouve pas du tout qu'on soit dans la même configuration que Rashomon. Mais est-ce que à la fin, on n'aura pas la réponse de qui est vraiment responsable? Ça, je pense, parce qu'en fait, il y a des parts de responsabilité de Oui, chaque à tout le côté, monde. et notamment qui passe par une très mauvaise communication entre les communautés, et qu'à un moment donné, il faut se causer les gens. Oui. Bah, c'est ce qu'on a dit l'épisode de la semaine dernière. Communiquer, bordel de merde. Voilà. Bon, pas aussi énervé, mais on l'a dit. Et juste pour rebondir, que Star Ouais. Wars soit du Kurosawa de mauvaise facture, ce serait quand même pas super étonnant non plus. Hein. Bon, ça Alors, va. je vais Dès encore qu'ils peuvent mettre intervenir. une règle. Tu lances Kurosawa, ça va pas le faire. Ce n'est pas un Kurosawa de mauvaise facture. Je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas Non, du mais Kurosawa. elle parlait de Star Wars, Mais pas oui, Kurosawa. Lucas a largement pompé dans La Forteresse Cachée. Si vous ne l'avez pas vu, regardez juste les 10 premières minutes, et au lieu de voir 2 paysans, vous allez voir C3PO et R2D2 s'engueuler. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Mais George Lucas n'a jamais caché son inspiration de La Forteresse Cachée, hein, ni son amour pour Kurosawa. Hein. Faut savoir que c'est d'ailleurs lui, Coppola, Spielberg, Martin Scorsese et compagnie là, qui ont quand même permis à Kurosawa de faire ses derniers films. Hein. Donc, et pour petite information, Martin Scorsese joue même dans un film de Kurosawa. Mais franchement, c'est un cinéaste à découvrir, parce que vraiment, ces films, ils sont hyper intéressants. La mise en scène, à chaque fois, je suis sur le cul. Mais vraiment. Et quand vous les voyez, vous vous dites « Ah bah tiens, ça a été copié dans tel film. Ça y est, ça a été recopié pour tel film. » Tu te rends compte à quel point le gars, il a vraiment inspiré des tonnes et des tonnes de réalisateurs. En fait, c'est simple. Toute la génération de réalisateurs américains qui ont l'âge de Spielberg, Lucas, compagnie. Ah oui, bah ils ont tous à donf sur Kurosawa. Tous. Donc voilà. Pas que les Américains. Non, pas que les Américains, mais voir. Oh bah, dès qu'ils peuvent, il y en a, ils font copier-coller, et puis ça se voit pas, et puis hop, voilà. Oui, et puis le Mandalorian, on va parler de son remake des 7 samouraïs dans l'épisode. Hein, mais de toute façon, dans Star Wars, t'as toujours un épisode 7 samouraïs. Tu prends les séries animées, t'as toujours un épisode. Voilà, c'est un c'est pour ça que je disais que faire du Kurosawa à pas cher, c'est quand même une sacrée habitude dans Star Wars. Ah oui, vous manquez d'idées, bah voilà, vous prenez un film de Kurosawa, allez-y. Mais en même temps, tu prends un film de Dieu, donc à un moment donné, tu peux pas faire mieux, donc t'es obligé de le faire au rabais, quoi. C'est ça. Je veux dire, à un moment, on copie pas Dieu, les enfants, c'est tout. Ah, dans le chat, il y a XP qui dit que Kurosawa s'inspirait de John Ford. C'est vrai aussi. Et le côté western, un peu, ouais, tu peux aussi. Tout est lié, voilà, tout se retrouve dans Star Wars. On l'a dit. Kurosawa était un fin connaisseur du cinéma américain quand il faisait ses films. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a très reproché au Japon, de ne pas être assez japonais. Ça t'étonne, vraiment? Non, et soit dit au passant, Kurosawa, c'était un gros gauchiste. Ah ben voilà, c'est quelqu'un de très bien. Donc regardez les films de Kurosawa. Je vous invite à regarder ses premiers films. Qui sont des moyens métrages d'ailleurs, parce qu'après, une fois qu'il a arrêté les 2 ou 3 premiers moyens métrages là qui sont sortis, je vous garantis qu'il ne sait pas faire court. Donc, et regardez-les, ce sont vraiment des films, des films très engagés, voilà. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent un peu Kurosawa, c'est souvent des ploucs ou des moins que rien qui sont les héros de ces films. Hein. On a fait un épisode sur la trilogie du dollar de Sergio Leone et on a parlé justement pour une poignée de dollars le premier,
qui est un remake pas du tout officiel d'un film de Kurosawa, donc Yojimbo. C'est mon préféré. Ah mais il Oui, est c'est- excellent Yojimbo, Il est vraiment. Stop! Kurosawa, on va pas faire l'émission sur Kurosawa. Ça m'étonne qu'il Même l'ait si, pas je- dans... enfin, Rembarrer la bête, Non, dans rembarrer la bête. Mandalorian, ils quoi. vont le faire sûrement la prochaine saison, allez. Rembarrer Bah, la bête, rembarrer la bête. Je sais, c'est dur hein, de s'arrêter. En parlant de s'arrêter, justement, je rebondis. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cet épisode ou éventuellement sur vos théories pour l'épisode prochain? Oui. Vas-y. Alors, tu parlais des points de vue tout à l'heure, Fait, ça va rebondir sur ce que tu disais, qu'on sait pas. Et en fait, pour moi, ce qui va. Et je pense, et j'aimerais bien qu'il le fasse, c'est qu'en fait, cet épisode 7, donc à la fin du 6, il y a Sol qui dit je vais te raconter, mais ce qui s'est passé. Et en même temps, on a Osha qui met le casque. Et en fait, pour moi, Osha va voir ce que Sol raconte par cette connexion avec le casque. Donc, en fait, moi, je verrais bien l'épisode 8 commencer où elle arrache le casque. Parce qu'elle elle a entendu l'histoire de Sol et qu'elle va se rendre compte que c'est Sol qui a buté sa mère et qui a fait le choix à un moment donné d'elle au lieu de sa sœur. Ah Donc oui, là, non, je mais pense je suis que ça d'accord va avec toi. devenir là, je pense que ça pourrait devenir intéressant. Et genre, Et- il va venir croyant la sauver, et en fait, elles vont toutes être Mm. contre Sol. Et le pauvre, il va être dans la merde. Bah, moi, j'attends surtout Vernestra en fait dans cet épisode 8 parce que je pense qu'il va falloir faire une connexion à un moment donné. Vernestra nous cache des choses, la petite poupette là, hein, falloir qu'on Ouais. cause aussi. Donc voilà, je pense que là on va avoir un épisode qui va faire une espèce d'interjection avec Vernestra et bah pour l'ouverture d'une potentiellement saison 2. Et puis on Mais avait je vu pense que qu'on aura une fin Vernestra, ouverte. ouais. On a vu que Vernestra, elle était quand même assez prompte à dire ah oui 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 c'est Sol qui a tué tout le monde. Donc est-ce que Sol va pas devenir le coupable idéal et on aurait peut-être une fin de saison avec un Sol qui devient fugitif et quelque chose tu vois qui peut-être qu'il y a quelque chose comme tu le dis en lien avec Vernestra et ça va l'arranger que tout le monde aille sur Sol pour pas tu vois toc toc. Donc ça peut être une possibilité. Après, moi, je suis assez curieuse de voir Kimir, là, ce que ça va donner. Est-ce qu'il va devenir l'antagoniste vraiment de la prochaine saison? Est-ce qu'il va y avoir un revirement? Voilà, est-ce qu'il est lié à Vernestra? Franchement, je trouve que ça serait dommage qu'il soit lié à elle, parce que vraiment, c'est tellement obvious. Enfin, je veux dire, hop, on voit la cicatrice, pouf, plan, fouet. C'est un peu dommage, tu vois. Pas C'est faux. ça qui... J'aime beaucoup la série The Acolyte, mais alors elle est pleine de défauts et de maladresse et de manque de subtilité. C'est dommage. J'attends toujours le retour de Kerry-Anne Moss parce que je pense toujours qu'elle peut revenir. J'y crois T'es dans le déni. totalement. Tu me fais penser à quand Kanan il est mort. Mais non, il est pas mort, il va revenir. Ah non, mais il va revenir. Puis Mais arrive à la oui, fin il de va la série, il revient pas. Tu fais, bon, Je ok, le il est suis mort. sur Instagram, il est vivant, je vous le dis. Ouais, mais bon, regarde, il est mort, il arrive comme à faire des bébés avec Yara. Hein, donc, Oui. Mais c'est parce qu'il a touché. C'est ça que je repars sur mon délire. Non, non, vous occupez pas, je serai toute seule. Non, mais je vous rejoins. Je pense qu'il va falloir faire les liens entre les personnages. Alors bon, voilà, on ne sait pas s'il y a vraiment un lien et lequel, mais en tout cas, Kimir, il sait qu'il y a un pouvoir des deux. Il savait qu'il y avait des jumelles. Il savait que les Jedi étaient coupables. Alors après, c'est peut-être May, hein, tout simplement, qui lui a raconté. Hein. Il y a peut-être des choses simples, hein, mais il nous manque des briques. Est-ce que les protagonistes vont réussir à se retrouver? Est-ce que Sol et May vont retrouver Osha et Kimir? Je sais pas. Est-ce que Vernestra va arriver dans tout ça aussi? Et je sais pas comment ils vont faire tenir tout ça dans un épisode. Donc vous avez raison, les filles, il y aura peut-être des choses ouvertes pour la deuxième saison. Ou alors, tu vois, elles vont tuer Sol pour se venger. Elles vont appeler Vernestra en disant ouais, c'est lui qui a tué tout le monde, on s'est vengé, machin. Elles sont, tu vois, elles sont tranquilles. Genre, c'est lui qui avait toute notre famille et tout, donc elles font leur petite vie tranquille. Elles font équipe avec Ymir, ils deviennent le gang des Chevaliers de Rennes, tranquille. Et la saison d'après, en fait, on reste sur Vernestra et on les voit plus. Voilà. Quel dommage, parce que Ymir est très bien. Ou alors Vernestra engage Ymir. Écoutez, moi, Sinon, ça finit en webtoon. Tu vois, genre Vernestra, c'est la fille un peu froide qui a des employés et un des employés va tomber amoureuse d'elle qui est froide et finalement elle va dire oh, non, finalement je suis pas si froide que ça. Voilà, moi je vous fais des fanfictions pour les prochaines fois. J'en sais rien, je vous sors le fond des tiroirs des théories. C'est pour les amateurs d'histoire d'amour. Je rejoins Céline dans le sens où je sais pas comment ils vont clore tout ça en un seul épisode et j'ai franchement un peu peur que ça soit et d'une bâclée et de deux un foutoir complet.
Parce Ouais. que en fait, on était censé suivre une espèce d'enquête, enfin, c'est comme ça que ça nous avait été vendu quand même et en fait, à chaque épisode, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de questions que de réponses et là, alors si, on a eu quelques éléments de réponse, faut pas être quand même de mauvaise foi, complètement, mais il y a trop de choses ouvertes pour être, pour se retrouver avec une fin correcte à la fin de cet épisode qui est donc le dernier de cette saison. Sylvain nous rappelait dans le chat qu'une saison 2 n'était pas actée, donc on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé et ça me fait un petit peu peur, personnellement. Après, au niveau des infos que j'ai vu passer, apparemment la série aurait fait des bonnes audiences parce que Disney te dit oui, ça fait des bonnes audiences, mais les chiffres, tu peux aller te faire voir pour y avoir vraiment accès. Donc c'est des rumeurs. Après, pour le final, en étant sérieuse, je suis persuadée qu'il va y avoir une partie qui va être consacrée justement à la conclusion de l'histoire de Saul et des filles. Et je reste persuadée que Saul va mourir. C'est l'impression que j'ai parce que il y a cette vengeance et parce qu'il fait le coupable idéal et ça va permettre de faire qu'on ne croira pas qu'il y a des sites. Ils diront « Ah, c'était un Jedi qui a fait des conneries. On nettoie. » Et c'est pour ça qu'après, dans la prélogie, on a d'autres qui disent « Oh, on n'a pas vu de site depuis super longtemps. » Tu vois, ils vont essayer de faire un lien comme ça. Et je pense que la deuxième partie du final va servir à mettre en place effectivement des éléments pour une saison 2. Et si c'est lié à Vernastra, on aura sûrement quelque chose autour d'elle qui va apparaître. Peut-être Saul qui aurait trouvé une info qu'il aurait laissée derrière lui, ou peut-être qu'elle va faire la rencontre de Kimir et effectivement cette rencontre va déclencher les événements de la saison d'après. Voilà, moi je vois bien un truc comme ça. Après, ça serait dommage. Alors dans le chat, je vois Sylvain qui dit Saul mais Kimir meurt. Franchement, je serais dégoûtée qu'il tue Kimir parce que je trouve le personnage intéressant. Rien que par sa technique de combat, j'aimerais le revoir combattre. Et c'est dommage, franchement, d'avoir un potentiel intéressant et de rien faire avec. Voilà, là, ça serait une grosse déception. Il est en train de dire dans le chat que on s'en fout de Vernestra, donc je suis en train de lui tirer les oreilles très fort. Parce qu'on s'en fout pas de Vernestra et c'est un peu... on s'en fout de son avis aussi, donc... Voilà. J'ai pas osé. Bisous Sylvain, on t'aime. Non, on t'aime Sylvain, t'inquiète pas. Non, parce que voilà, Vernestra, on nous l'a quand même vachement teasé, on l'a pas vu jusque-là. Donc moi, je reste sur ma faim comme avec Carrie-Anne Moss. Donc non, on ne touche pas à Vernestra. La saison 2, c'est un buddy movie, enfin c'est plutôt un copine movie où ça sera Vernestra et Carrie-Anne Moss qui mènent des enquêtes dans l'espace. Elle va la ressusciter et elles vont mener des enquêtes. Allez. Leslie Island, elle a quand même parlé une fois de la saison 2. Elle a dit « J'ai mis que Vernestra de la Haute République parce que je m'en suis gardée pour la saison 2. » Ouais. Moi, je dis miam, 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 miam. Après, est-ce qu'elle en dit pas beaucoup pour susciter l'envie et être sûr que... En mode la série, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Hein. Donc bon, on va bien voir mercredi. Hein. Moi, je dis que tant que c'est pas Cavan Scott qui s'occupe de la saison, ça tout va bien. Ah oui, je suis d'accord. Cavan Scott, le George Martin de l'univers Star Wars. Le serial killer. Ouais, mais il écrit tellement bien. Attends. Ouais, j'ai pas dit le contraire. C'est non, juste mais que quand tu présentes un personnage, faut pas que tu t'attaches parce qu'il va le tuer derrière. Il a encore dit il y a pas longtemps, je vais pas seulement tuer vos personnages préférés, je vais tuer vos personnages secondaires préférés. Oh, le salaud. Moi, j'ai du mal avec son style. Il y en a qui ont survécu. Cavan, on t'aime, mais moi j'ai beaucoup pleuré, donc j'en ai marre. Hein. On t'aime, Cavan, mais pas ce que tu fais. Bon, sur ce, les filles, je vous propose qu'on en reste là pour cet épisode, parce que de toute façon, on va avoir encore beaucoup de choses à dire la semaine prochaine. Mais déjà, je voudrais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis dans le chat, puisque au maximum, vous étiez quand même 14, ce qui est quand même assez énorme. Et puis, comme d'habitude, beaucoup d'échanges. Beaucoup de trucs dont on serait passé, Xian et LS, si vous vous sentez visé, c'est tout à fait normal. Vous voyez tout à fait de quoi je parle. Mais voilà, plus sérieusement, c'est toujours assez chouette de vous avoir très nombreux et nombreuses dans le chat parce que justement, ça permet de rebondir, ça permet d'avoir d'autres points de vue et puis ça anime l'émission. Voilà, ça fait faire des fous rires à peu près tout le monde dans l'équipe. Donc c'est fun.
Alors, les filles, en commençant par Faye, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh ben, on peut me retrouver dans les émissions du James et Faye Universe. Vous allez sur le site internet jamesfay.fr, il y a tout. Sinon, les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye et vous trouvez tout. Et si vous voulez que moi, j'ai un compte sur X et un compte sur Blue Sky. Voilà, c'est mes comptes qui sont officiels. Le reste, c'est plus privé. Et sinon, il y a notre Discord aussi. Salina, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, moi, personnellement, moi-même en personne sur Blue Sky. Après, vous pouvez aussi sur Instagram. Alors, mon Instagram, j'ai un Instagram perso et privé, mais vous pouvez me retrouver sur l'Instagram de la Chouette et la Blairelle, qui est un Instagram commun avec moi et ma frangine. Et on vous met un peu tous les médias qu'on utilise et tous les trucs qu'on fait un petit peu, enfin surtout elle parce qu'elle est beaucoup plus active que Moé. Donc voilà, vous pouvez retrouver là et je fais passer aussi les copines évidemment. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir sur le Discord de la Haute République. Hein. On est gentil, on mord pas. On débat aussi beaucoup des épisodes. Ah, mais il faudra que je récupère le lien. Ouais, faudra qu'on le mette en description. Ouais. Donc voilà, on essaye de pas spoiler comme des connards, mais j'avoue que je suis pas exemplaire sur la question. Faut me pardonner. Il vaut mieux avoir vu l'épisode pour passer sur le Discord. Sur les bouquins, on est plus soft, mais sur Acolyte, bon, voilà. Céline, toi, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Blue Sky, et puis sur Instagram, et puis sinon sur les réseaux du Geek Squadron. Pareil, Twitter, enfin X, Insta, Blue Sky, puis bien évidemment les différents réseaux du Geek Squadron. Alors pour le dernier épisode de Acolyte et donc le dernier épisode de cette collab, en tout cas pour le moment entre Geek en série et Geek Squadron, mais il y en aura d'autres, Frey, on trouvera toujours un moyen de faire des collabs. Donc la prochaine fois, ça se passe donc chez toi, Faye, ça va se passer sur notre chaîne Twitch en série sur Twitch. On vous mettra le lien. On n'a pas encore la date parce que comme vous le voyez entre les élections, les vacances, les machins, les trucs, on n'a pas réussi à se garder un jour précis. Mais on vous tiendra au courant dès qu'on se sera mis d'accord parce que nous, on se met beaucoup plus facilement d'accord. Beaucoup plus rapidement d'accord que nos chers dirigeants, je ne dirai rien, je n'en pense pas moins. Voilà, c'était la petite pique politique du soir. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, on va arrêter de dire des conneries. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour le débrief final de The Acolyte. Que la force soit avec vous car la force sera libre. Non. Salut. Bye bye.